Maintenant, ils sont là, mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette émission et bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission intitulée Faire face. Et bienvenue sur cette page de Handicap Entertainment Studio. Et encore une fois, je vais dire rebonsoir à Mariam Aboukeda. Rebonsoir à toi, Mariam. Bonsoir Joe et bonsoir à nos chers collègues qui nous regardent partout dans le monde entier. Et un big salam à mon grand Mamadou Bari depuis la France. Ok. Big salam à toi, Mamadou Barry, merci. Et il était l'invité de la semaine ou semaine surpassée dans cette même émission. Et donc, on va continuer cette émission, le parcours de cette émission. Et comme on le sait bien que nous sommes dans une nouvelle année, quand à l'approche d'abord d'une nouvelle année, beaucoup de personnes se remettent en cause. Ils se posent beaucoup de questions pour dire qu'est-ce que j'ai pu faire dans l'année qui finit et qu'est-ce que je vais faire pour l'année prochaine. Et beaucoup de personnes se posent ces questions. Ceux qui ne le font pas, ils doivent commencer à le faire parce que il faut faire un peu de retour en arrière, faire un peu de la méditation et voir qu'est-ce que tu as pu accomplir dans l'année qui termine, c'est-à-dire l'année 2023, qu'est-ce que tu voulais d'abord faire, qu'est-ce que tu as pu faire. Maintenant, l'année 2024, qu'est-ce que tu veux faire? Comment tu vas faire? Parce que ce n'est pas seulement vouloir faire la chose, mais il faut créer les conditions pour pouvoir faire la chose. Donc, c'est avec tout cela que nous avons choisi ce sujet parce que les personnes en situation de handicap ne font pas exception de cette société, de réfléchir à améliorer leur quotidien, pour réfléchir, faire la méditation, pour réfléchir et devenir quelqu'un de positif ou des personnes dans la société qui peuvent gérer aussi des fonctions ou dans les lieux de prise de décision. Donc, c'est avec toute cette réflexion que l'équipe de Handicap Entertainment Studio vous a concocté ce sujet. Le sujet, c'est quoi? L'impact des approches de développement personnel sur l'autonomie et le bien-être des personnes en situation de handicap. Parce que le développement personnel sur l'autonomie est très important. Le bien-être de la personne. Donc, tout le monde a besoin de cela. Tout le monde. Donc, l'équipe de Handicap Entertainment Studio a réfléchi que c'est le début de l'année, il est important de rappeler les personnes en situation de handicap. S'ils n'en ont pas pensé, ils doivent penser à cela. Maintenant, nous sommes toujours dans la première semaine de l'année. Il n'est pas tard de commencer à réfléchir pour s'améliorer. Donc, Mariam, il est important de savoir quoi? Les approches de développement personnel peuvent avoir des impacts significatifs sur l'autonomie et le bien-être des personnes en situation de handicap. Ces approches tournent souvent sur quoi? Autour de la prise de conscience en soi, la gestion de l'émotion, avoir aussi la confiance en soi et avoir la création d'état d'esprit positif. Marianne, je ne sais pas, quand tu entends le bien-être, le développement personnel, qu'est-ce qui te vient à l'esprit directement? Surtout pour les personnes en situation de handicap d'abord. Le bien-être, le développement personnel d'une personne vivant avec de l'handicap, c'est d'abord avoir une confiance en soi en première position, et planifier ses objectifs à atteindre. Tu te dis, parce que planifier un objectif à atteindre par an, par mois, par semaine, par jour. On commence par jour d'abord. Tu dis oui, aujourd'hui, la journée du samedi,
qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois atteindre d'ici 18 heures? Et comment? Et comment je peux le faire sans faire du mal à une personne, et je le fais très bien encore. Il faut avoir cette question-là dans la tête, tous les jours que Dieu fait. L'être humain doit se poser la question-là et avoir ça en tête, te fixer un objectif dans la journée. Dire que oui, cette journée-là, c'est le week-end. Mais comment je vais le passer? J'ai 2 livres à terminer. Par exemple, j'ai dit j'ai un livre, j'ai un roman à terminer. Et samedi, dimanche là, si c'est un roman volumineux, par jour, il me faut lire 50 pages. C'est l'un des objectifs que tu t'es fixé par jour à atteindre. Oui, je dois ranger ma chambre. Ce sont des objectifs personnels. Personnels d'abord, pas sociétaux. Vous voyez? Parce que ce n'est pas tous les jours qu'on est avec la société, mais c'est tous les jours qu'on vit en société. Tous les jours, on n'est pas en société, mais tous les jours, on vit en société. Parce que quel qu'en soit l'être humain, même si tu vis seul, mais il n'y a pas un jour qui viendra sans que tu ne vois 1 ou 2 personnes. Mais tu peux les voir sans être en contact avec eux. Tout ça, là, les planifications là, personnelles, là, il faut les mettre en place. Il faut les mettre en place. Planification journalière, planification de la semaine, du mois, et tu viens par an maintenant. Tu viens par an. Et tout ça là. Oui. Tout cela est important. Tout cela est important, c'est très bien dit. Et la première des choses, on dit, quand on veut changer le monde, il faut réfléchir, il faut chercher à changer une personne. Et la seule personne là d'abord, c'est toi. Quand tu changes, tu pourras changer le monde. Avec des si, tu pourras changer le monde. Donc, et quand tu veux changer ta personne d'abord, améliorer ta personne, il faut d'abord reconnaître ses défauts. Parce qu'on dit, il n'y a pas plus ignorant que celui qui ignore son ignorance. Parce que si tu sais que tu ne sais pas, tu sauras. Mais si tu sais que tu ne sais pas et tu refuses cela, tu ne sauras jamais. Donc, sur le chemin de ce changement, il y a des comportements personnels que nous-mêmes, personnellement, chacun de nous doit reconnaître. Voici mes défauts. C'est pour cela, et je ne sais pas, dans les interviews, je ne sais pas en Guinée, dans les interviews, il y a cette question qui vient toujours. Quels sont tes défauts? Quelles sont tes qualités? D'autres ne reconnaissent pas leurs défauts. Tu vas leur tuer, ils ne vont jamais reconnaître leurs défauts. D'autres même ne connaissent pas s'ils ont un défaut. Tu vas leur demander, non, moi, je n'ai pas de défaut. Non. Alors que tout être humain a un défaut. A des défauts, mais c'est même pas. A des défauts. Tout être humain a des défauts. Exactement. Plus grave. Donc, il faut te remettre en cause, Marianne. D'une manière à une autre, il faut te remettre en cause. C'est le début de l'année. Il faut voir ce que tu peux faire. C'est comme tu l'as dit, des objectifs. Il ne faut pas élargir trop les objectifs. Des objectifs hebdomadaires, mensuels, et trimestres, il faut jusqu'à 6 mois, 1 an. Donc, c'est des étapes. Parce que si tu élargis trop les objectifs, tu risques à ne pas accomplir. Justement. Tu risques à ne pas accomplir. Il y a une chose qui est très simple que beaucoup ne font pas. C'est de faire son lit. Le fait de faire son lit. Beaucoup ne le font pas. Et pourtant, c'est le premier changement de l'être humain d'abord. Quel qu'en soit ton état physique, quelle qu'en soit ta qualité, ta personnalité, il faut apprendre à bien faire son lit. C'est très important. Tu le fais. Quand tu sors de la douche, tu viens voir d'abord ton lit est bien fait. Toi-même, tu vois que ta journée commence très bien. Très bien. Donc, et tu sors, tu fais une journée
très embrouillé, très, très mouvementé, tu reviens, où tu vas te reposer. C'est sur ce lit bien fait. Mais si tu vas te retrouver dans ce lit moisé, sans, les draps sont foutus, tout est sale, ça sent mauvais, quelle est la réflexion, quelle est la méditation que tu peux avoir dans ce lit? Quels sont les beaux rêves que tu peux avoir dans le lit là? Rien. Tu vois. Donc, Mariam, on va toujours continuer dans cette émission parce que nous avons parlé de conscience en soi. Est-ce que tu penses que avoir la conscience en soi est important pour la personne et contrôler ses émotions? Tu penses que c'est essentiel pour la personne en situation de handicap? Être conscient de soi et contrôler ses émotions. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose de primordial selon toi? Je peux dire d'une part, ça peut être primordial parce que contrôler ses impulsions peut t'éviter à beaucoup d'erreurs. Ouais, ça t'évite à beaucoup d'erreurs. Tu peux voir, imagine, tu es dans la rue, tu marches, tu as confiance en soi, tu passes, une personne se moque de toi. Si tu n'es pas dur de caractère, quel qu'en soit ton état, tu peux te retourner, faire ce que tu as à faire avec l'intéressé. Mais quand tu es confiant, tu as confiance en soi, tu peux l'ignorer. Il est égal à ta personne même. Il est égal à son éducation. Tu l'ignores. Tu verras que tu as bien entendu ce que la personne a dit. Au fond, ça te fait mal, mais tu te contrôles et tu l'ignores. Tu suis ton chemin, tu suis ce que tu as à suivre. Tout ça là, ça va dans le développement personnel. Parce que savoir se gérer soi-même d'abord, c'est tout à fait un problème. Ce n'est pas tout le monde qui peut le faire. Mais quand tu suis ton tempérament, tu sais stabiliser ton tempérament, ça t'aidera beaucoup dans la vie. Tu peux venir vers une personne qui peut t'aider, mais il joue sur tes nerfs d'abord. Il te dit quelque chose qui te tape sur le système. Mais si tu ne sais pas te contrôler ou bien tu ne sais pas comment garder ton sang-froid, à vide, tu peux le répondre. Même s'il est intéressé à d'autres chances ou d'autres opportunités à te donner, tu peux gâter ta chance à cause de tes impulsions. Mais si tu sais garder ton sang-froid, ne le réponds pas très vite. Tu es venu chercher quelque chose, cherche la chose d'abord. Le jour que tu en auras, un jour viendra, tu lui répondras froidement. Pas par les impulsions ni rien, mais en simple causerie comme ça, tu lui réponds banalement. Consciencieusement, ça va lui frapper. Mais si nous, personnes vivant avec de l'handicap, si on n'a pas si on n'a pas cette réflexion de vie, de vivre en société, être en paix avec soi-même d'abord. Parce que savoir contrôler ses impulsions ou ses tempéraments, c'est être en paix. Être en paix avec lui-même d'abord. Ouais. Si tu ne sais pas te gérer toi-même, tu ne pourras pas gérer la société. Tu ne pourras pas. Effectivement, Mariam. Surtout, Mariam, surtout de nos jours avec l'avènement des réseaux sociaux, et il y a quelque chose que les gens utilisent qu'ils appellent prank. Maintenant, c'est des jeux pour tester d'autres personnes. Souvent, si tu ne peux pas contrôler ta colère, contrôler tes émotions, tu peux gâter ce qui peut te bénéficier à longue date. Tu peux gâcher ton avenir, par exemple, ton mariage, tes relations, ton amour et tout, juste par un petit simple test que tu vas échouer. Est-ce que tu vois? On va continuer de lire continuer avec nos auditeurs. C'est Mamadou Barry qui dit
Merci beaucoup, je vous écoute. Merci de nous écouter depuis la France. Merci à Mamadou Barry 3. Donc, Mariam, on continue. Est-ce que tu penses toujours que avoir un état d'esprit positif, c'est facile d'avoir un état d'esprit positif? Qu'est-ce qui peut amener la personne à avoir un état d'esprit positif d'abord? Selon toi, qu'est-ce que tu penses sur ça? Avoir un état d'esprit positif, Ouais, comme je l'ai si bien dit, c'est avoir confiance en soi, ouais, être bien entouré, l'environnement surtout. ouais, L'environnement surtout. Tu as beau être changé, vouloir changer, tu as beau avoir confiance en soi, mais si tu n'es pas dans un bon environnement qui te permet d'extérioriser ta positivité, ouais. tu ne pourras pas le vouloir, tu ne pourras pas vouloir le faire comme tu le veux. Mais si l'environnement est sain, d'un, de deux, comment dirais-je, les personnes avec lesquelles tu es en contact, en commençant par ta propre famille d'abord, ils te comprennent dans tes décisions, ils te comprennent dans tes dits. Parce que dans certaines familles, une personne handicapée commence à parler seulement. On dit, ah, nous on parle aux valides. Toi, tais-toi là-bas. Il n'a pas la parole. Tu n'as pas la parole. Si l'intéressé n'est pas fort dans la tête, moralement, ça va lui taper. Même ce qu'il voulait avancer, si c'est dans l'intérêt de tous, il pourra se taire. Okay. Est-ce que vous allez perdre l'opportunité là? Ouais. Vous voyez, c'est pour ça, je l'ai dit, comment dirait, dans le défouloir, une personne handicapée doit se sentir aimée par sa propre famille d'abord. Par sa propre famille d'abord. L'environnement dans lequel l'intéressé vit doit se sentir aimé par cet environnement, par sa famille, ou avec les personnes lesquelles elle vit, où il vit. C'est très important dans la vie. Si tu sais que même si tu parles à un enfant de 2 ans, 3 ans, ou bien un enfant, tu lui dis, viens faire ça pour moi. L'intéressé te dit, pourquoi toi tu ne peux pas le faire? Je ne suis pas là pour faire tes besoins. Si tu sais que en parlant aux gens qui sont à ton entourage, ils réagissent d'une manière qui ne te plaît pas, tu as beau à penser positivement, tu as beau à avoir de belles réflexions, mais finalement, tu vas te ressaisir sur toi-même. Tu préfères la solitude, être ton compagnon préféré, qu'au lieu d'être avec la société, extérioriser la bonne réflexion ou la bonne expérience que tu as développée avec ces gens-là. L'amour que pas tu peux donner et que ça n'atteint pas aux personnes dont tu cibles, par exemple. Maintenant, Mariam, pour évoluer un peu plus rapide, est-ce que tu penses que malgré souvent dans certains pays en Afrique, ils croient toujours pas à la méditation, par exemple, et aux thérapies, par exemple. Est-ce que tu penses qu'avec la méditation, avec la thérapie, ou bien avec des personnes, même qui ne sont pas spécialisées, qui aiment écouter, est-ce que ça peut aussi aider les personnes en situation de handicap de passer cette étape-là? Est-ce que tu penses que ça peut aider les handicapés? C'est-à-dire, même si, par exemple, c'est un sage qui a de l'expérience, mais qui aime écouter, parce que chacun de nous a quelque chose dans le cœur. Mais nous n'avons pas parfois des amis qui vont nous écouter. Nous n'avons pas la famille qui va nous écouter. Est-ce que s'il y a ces coins-là, s'il y a des associations qui créent ces lieux de rencontre, par exemple, si les ONG créent ces lieux de rencontre, par exemple, pour les handicapés, où ils peuvent s'exprimer sans être jugés, est-ce que tu penses que ça peut aider le mental, avoir un état d'esprit positif pour la personne en situation d'handicap à travers ces éléments-là? Est-ce que tu penses la même chose? Ce que tu dis là, je ne passe pas par 1000 chemins. Je prends l'exemple sur ma propre personne. Okay. Oui.
ceux qui me connaissaient auparavant, jusqu'en 2020, et actuellement là, beaucoup disent que je suis isolé. Yeah. Je suis isolé. On dirait que je ne vis plus en société. Ouais. Vous voyez pourquoi? Parce que moi, de mon enfance jusqu'à nos jours là, mon père était mon seul confident dans la vie. Vous voyez, il était mon seul confident. Et depuis sa mort, ça n'a pas été facile. C'est bon, Mariam, c'est bon que son âme repose en paix, que on va passer à autre chose. Sois forte, sois forte. Je sais, moi personnellement, je sais quel était le rapport et la connexion qui était entre toi et ton cher papa. Et partout où il est fier de toi, il est fier de ce que tu fais. Il n'y a pas de problème pour ce témoignage, c'est bon, c'est bon. Je suis désolé. On va passer à autre chose, Mariam. Mariam, s'il te plaît, ne faut pas pleurer, s'il te plaît. S'il te plaît, on va revenir dans l'émission, ok? Désolé, Mariam va nous revenir dans sous peu de temps, Inch'Allah. Mais nous allons continuer. L'émotion, je sais, l'amour et la connexion qui existait entre Mariam avec son cher papa. Et tous ceux qui les ont connus, elle était souvent avec son papa, elle était souvent très collée, très soudée à son père et tout se passait très bien. Mais souvent la mort nous prend des gens que nous aimons tant, des personnes qui nous sont très chères. Mais qu'est-ce qu'on peut? C'est le destin de Dieu, on ne peut pas. Nous tous, nous attendons ce jour de partir un jour et pour ne jamais revenir. Mais nous resterons dans la mémoire et dans la prière de ceux qui nous aiment et de ceux qui nous adorent, nous respectent et à travers nos œuvres, à travers nos bienfaits, avant de partir, donc nous serons toujours là à côté. Mariam, reviens dès que possible, s'il te plaît, mais je vais continuer avec l'émission. Ça, c'était juste une petite parenthèse. Donc, il y a des éléments, comme on le disait, maintenant, pour le développement personnel de la personne en situation de handicap, pour le bien-être de cette personne, il y a des choses à mettre en place. Lorsque elles sont appliquées de manière adaptée aux personnes en situation de handicap, ces approches peuvent aider le développement et va leur aider à être développées leurs compétences personnelles et à améliorer souvent leur qualité de vie. Maintenant, je vais vous énumérer quelques domaines dans lesquels je pense personnellement les approches de développement personnel peuvent être bénéfiques pour les personnes en situation de handicap. Prenons l'autonomie, par exemple. Prenons la confiance en soi. Prenons la gestion des émotions, l'objectif et aspiration, les relations avec les autres. Ces 5 éléments, quand la personne en situation d'handicap essaye de mettre ça en place, ou soit elle est seule, soit à travers une association, ou bien à travers la famille, ou à travers des ONG, il y aura une émancipation dans sa vie. Et l'autonomisation va se faciliter. Et l'impact de sa personne serait là. Par exemple, si nous prenons tout de suite l'autonomie, bon, maintenant, on peut parler de quoi? La personne en situation de handicap
peuvent être confrontés à des limitations physiques. Comme on le sait, la personne handicapée, elle est limitée, physique, sensorielle ou cognitive. Maintenant, les approches de développement que cette personne peut avoir va leur aider à développer des stratégies pour surmonter ces obstacles et devenir plus autonomes dans leur vie quotidienne. Quel qu'en soit ton handicap, mais s'il y a une méthode qui est là, qui va t'aider, un système qui est là, qui va t'aider, ton quotidien va s'améliorer. Vous voyez? Donc, et si nous parlons de la confiance en soi, c'est très important pour toute une personne, surtout pour la personne en situation de handicap. Parce que beaucoup de personnes en situation de handicap n'ont pas confiance en eux-mêmes. Ils se sous-estiment. Ils sont nés avec des qualités, mais ils ne savent pas comment exploiter parce que tout simplement, ils n'ont pas la confiance en soi. Les personnes en situation de handicap peuvent parfois manquer de confiance en elles-mêmes. Simple raison par des stéréotypes ou des oppressions qu'elles ont eu à rencontrer. Juste parce que la société t'a lancé des paroles, t'a qualifié d'une manière, mais n'accepte pas en tant que personne handicapée, en tant que personne porteur ou porteuse d'handicap, que cela détruit cette confiance en soi. La confiance, l'audace que tu peux avoir. Obama l'a dit que c'est à cause de son audace qu'il est devenu président. Le premier noir président des États-Unis d'Amérique. Donc, il faut être audacieux. Il faut avoir la confiance en soi. Quand cela manque, ton développement personnel, ton bien-être sera très difficile. Maintenant, ceux qui vont t'aider pour avoir des approches de développement personnel doivent t'aider à cultiver une image positive en toi-même et renforcer la confiance et développer tes capacités. Parce que pour avoir la confiance en soi, il faut développer tes capacités. Il faut corriger ses défauts. Il faut pouvoir corriger ses défauts. Il faut travailler sur ses qualités, les améliorer. Donc, toute personne qui est là, qui veut t'aider, toute personne, que ce soit les membres de la famille, que ce soit les amis, que ce soit une association, que ce soit une ONG, que ce soit l'État à travers peut-être des services ou bien le ministère, ils doivent t'aider à te donner une méthode, un système à corriger tes défauts, à développer ta capacité. Parce que quand tu sais bien faire ce que tu sais là, tu sais bien faire ce que tu connais là, tu auras la confiance en soi, la tête haute. Maintenant, la gestion d'émotions qui joue un rôle très important sur toute personne, à plus forte raison chez la personne en situation de handicap. Parce que les personnes en situation de handicap peuvent être confrontées à des émotions intenses liées à leurs conditions et aux difficultés qu'elles rencontrent. Parce qu'ils rencontrent toutes choses dans la vie. Des personnes qui les rejettent parce qu'ils ont l'handicap, parce qu'ils sont incompétents, parce qu'ils sont ça, parce qu'ils sont cela. Mais à travers des approches de développement personnel, ils peuvent leur fournir des outils et des techniques pour gérer les émotions, réduire le stress
et améliorer leur bien-être émotionnellement. Parce que émotionnellement, tu peux tout gâter. Contrôler ses émotions, même sur le plan sanitaire, c'est important. Même pour ta propre santé, c'est important. Donc, la gestion des émotions est très importante. N'accepte pas que ce qu'on jette sur toi, ça ressort comme il s'attend de toi. Essaye de montrer le côté positif ou de montrer une autre phase positive de toi pour qu'il soit étonné. Donc, c'est très important. Il faut travailler sur la gestion de ses émotions. Malgré, on le sait, la plupart des personnes en situation de handicap, émotionnellement, c'est trop high. Ils sont trop stressés par les choses de la société, parce que la vie qu'ils mènent, c'est très difficile. Mais nous devons apprendre à contrôler tous. Nous devons apprendre à contrôler nos émotions. Maintenant, pour la personne en situation de handicap, tu arrives à gérer, tu arrives à avoir des techniques pour avoir l'autonomie, tu arrives à avoir la confiance en soi, tu sais gérer tes émotions. C'est à partir de cela tu peux avoir des objectifs, des aspirations. Parce que tu auras un esprit plus sain, tu auras un esprit très compréhensif, tu vas être, comment dirais-je, tu vas être libre dans tes pensées, tu vas être free avec ton âme. Parce que pour pouvoir avoir des objectifs, des aspirations positives, il faut que tu sois dans un lieu plus sain, avec un esprit très posé, et pouvoir gérer, comme on l'a si bien dit, ses émotions. Donc, ceux qui vont venir, que ce soit toi, que ce soit ton entourage, pour t'aider à te donner des approches de développement personnel, peuvent aider ces personnes en situation de handicap à définir d'abord leur objectif personnel. C'est quoi ton objectif? Comme je le disais, c'est la nouvelle année. C'est quoi ton objectif? Et à travailler vers la réalisation. Qu'est-ce que tu veux faire en 1 mois, en 3 mois, en 6 mois, en 1 an? Qu'est-ce que tu veux faire? Maintenant, il faut établir un plan que ces personnes qui vont t'aider, qui sont là pour t'aider, ils doivent être dans l'esprit-là. Elles vont également t'aider à définir cette passion. Maintenant, quand tu vas développer cette passion et cette aspiration, ils vont t'aider à trouver les moyens pour pouvoir poursuivre malgré les obstacles. Merci, Mariam, de nous revenir. Donc, c'est un peu ça. Parce que avec les moyens, même si on met tous les moyens à ta disposition, si tu n'as pas des objectifs, tu n'as pas des aspirations, beaucoup en Guinée vont dire, et souvent, quand on te dit, OK, quand je donne 20 millions, 30 millions, 50 millions, qu'est-ce que tu vas faire? Beaucoup n'en ont pas de programme. Ils n'en ont pas. Il faut d'abord avoir le projet. C'est ainsi que tu vas avoir les moyens. Tu vas avoir l'argent pour effectuer le projet. Mais il ne faut pas attendre d'abord que l'argent soit là pour réfléchir à des projets. C'est les projets qui vont faire sortir l'argent, non l'argent qui va faire sortir les projets.
Donc, c'est important. Donc, toutes les personnes qui seront là pour t'aider, pour t'encadrer, doivent t'aider à fixer des objectifs positifs. Maintenant, de nos jours, il y a des lieux où tu peux avoir des fonds, ils vont financer tes projets, mais il faut être plus clair dans ce que tu veux. Donc, c'est même le... Mariam, je voudrais même te demander, parce que peut-être tu suivais, est-ce que tu ne penses pas les associations doivent revoir leurs objectifs ou bien leurs services, ou bien les ONG doivent revoir leurs services qu'ils offrent aux membres de l'association ou bien aux membres de l'ONG sur ces points-là. Parce que sur le développement personnel, parce que moi, personnellement, Mariam, tu connais peut-être plus que moi les associations en Guinée. Est-ce qu'il y a même une association en Guinée qui s'occupe sur le développement personnel de la personne handicapée et son bien-être? Est-ce que ça existe? Moi, je n'en connais pas parce qu'il y a plus d'associations qui parlent de droits des handicapés, mais sur leur développement personnel... Ils n'ont pas cette partie dans leur planning pour faire, même si c'est des journées de formation aux personnes vivant avec des handicaps, pour les parler de leur développement personnel et s'assurer qu'ils aient confiance en eux pour développer la potentialité avec le développement personnel, quoi. Ils n'ont pas ça. En tout cas, moi, la chance que j'ai eue à suivre une formation sur le développement personnel d'une personne handicapée, ça, c'était avec Fé Hagarabiatou Siraba, paix à son âme. C'est une dame qui m'a aimé naturellement. Vous voyez, quand j'ai terminé l'université, j'étais dans les associations, j'ai adhéré à beaucoup d'associations pour pouvoir m'épanouir. Parce que mon père m'avait donné des directives à suivre pour ne pas rester à la maison. Quelle que soit ton intelligence que tu as, le parcours que tu as fait, si tu es diplômé, tu restes à la maison. Ce n'est pas à la maison que le travail viendra te trouver. Il faut sortir sur le terrain. Mais j'ai eu à suivre ces directives-là et la dame m'a approché. Une fois, on s'est rencontrés, c'était à l'Assemblée nationale. En ce temps, elle m'a vu là-bas, elle m'a demandé qu'est-ce que j'étais venu faire. J'ai dit j'étais venu faire un dépôt de dossier. Vous voyez? Et depuis ces jours, elle s'est rassurée pour que j'ai un emploi. Oui. Elle dit que la chance n'est pas donnée à à toute personne handicapée d'être diplômée. Mais si on est diplômé, on doit être accompagné. Pas par n'importe qui, mais par les autorités de ton pays. Oui. Et une fois, elle avait organisé une formation avec les syndicalistes de l'USTG. Et aussi, ils avaient, parce qu'actuellement, tout est chamboulé avec la politique, ils avaient une cellule au sein de leur, mouvement syndical qui s'occupait des personnes vivant avec de l'handicap, qu'elles soient intellectuelles ou pas, mais qui pouvaient avoir une voix à s'arrêter devant les gens, défendre leurs intérêts. Ils avaient ça en ce temps-là. Mais depuis la mort des doyens, là, tout est chamboulé là-bas, la politique est venue s'intégrer. Moi, j'ai suivi la formation là en 2017-2018. Avant le mouvement de Souma, avant le mouvement du SLEG. Moi, j'avais suivi une formation de 15 jours, 2 semaines, avec eux, sur le développement personnel d'une personne vivant avec de l'handicap. Comment aborder la société, comment être indulgent ou comment être docile envers la société pour avoir ce que tu demandes. Parce que quand tu viens demander une personne, il ne faut pas que ta tension dépasse la personne, quoi.
Sinon, ce que tu viens de demander, on ne te donnera pas. Mais il faut apaiser, il faut être en paix avec la personne pour avoir ce que tu veux. Vous voyez? Parce que les personnes vivant avec de l'handicap sont beaucoup rejetées. À cause du rejet, là, il y a beaucoup qui se passent. Parce que ça peut dire que là où tu te passes, là, tu as la chance d'avoir ce que tu viens de demander, mais à cause de ta nervosité, là, à cause de ton impatience aussi, tu perds tout. On a vu une telle formation comme ça. Oui, comment se comporter en société et que comment réclamer son droit. Moi, je pense que Marianne, ça, quand même, je n'ai pas entendu parler. Il y a le développement personnel dans d'autres activités, dans des formations telles qu'à l'IPS, il y a des formations là-bas. Mais dire que cette formation avec des personnes vivant avec des handicaps, en tout cas, à ma connaissance, je n'ai pas vu, je n'ai pas entendu. Elle n'a pas vu, elle n'a pas entendu et pourtant elle est impliquée dans où elle est très renseignée sur la vie des associatifs des personnes en situation de handicap. Nous allons, Marianne, je vais te donner la chance de lire le message de Omar, mais c'est une lettre. Vas-y, Marianne, c'est pas, tu vas lire pour nous. Et dis-le. Allô, pardon? Tu peux lire pour tu vois le message, tu peux lire pour nous bien. Le message de Oumar dit le réseau n'est pas. Oh, ok. Le réseau ne me permet pas de rejoindre. Oumar dit le développement personnel est un voyage intérieur qui permet à chacun de cultiver une meilleure compréhension de soi-même et l'estime de soi. En un pilier fondamental, voici quelques points importants à prendre en considération dans le développement d'une estime en soi, en son sein. Oui. Premier point, reconnaître ses forces et ses faiblesses. Oui. Prendre le temps de réfléchir sur nos qualités, talents, compétences, tout en étant conscient de nos limites et de nos zones de développement. En deuxième point, pratiquer l'autocompensation, apprendre à se parler soi-même avec la bienveillance, à se pardonner ses erreurs et à s'encourager dans les moments difficiles. 3. Fixer les objectifs à réaliser, établir des buts atteignables et mesurables et savourer chaque petite victoire sur le chemin de la réalisation de ces objectifs. 4. Prendre soin de son bien-être physique et mental. Veiller à une alimentation saine et à un sommeil adéquat. Et à la pratique régulière d'activités qui nourrissent le corps et l'esprit. 5. Cultiver des relations saines. S'entourer des personnes s'entourer des personnes positives qui nous soutiennent tout en se détachant des relations toxiques qui sapent notre estime en soi. 6. Pratiquer. Hein? Je peux t'aider si tu veux. Non, c'est presque fini. Okay. 6. Pratiquer la gratitude, de prendre le temps de reconnaître, d'apprécier les aspects positifs de sa vie et de se concentrer sur ce qui est en rapport de la joie et du sens. En se concentrant sur ces éléments, on peut cheminer vers une estime de soi renforcée qui apporte la confiance, résilience et équilibre dans la vie quotidienne. Voilà un peu ce que je peux dire sur ce sujet. Merci Oumar, merci beaucoup. Et Bilgi, ça a bien
Et Bilgisa Ouran vient nous dire, Oumar, comment dire, besoin d'un intercalaire. Évidemment, Oumar a besoin d'un intercalaire. Merci. En un seul message, quoi. Merci, Oumar. Tu as résumé presque tout et c'est que tu as énuméré tous ces points qui sont très importants. Mais le problème chez les personnes en situation de handicap, ils ne sont même pas en amour avec eux-mêmes. Ils ne prennent pas soin de eux-mêmes. Ils ne connaissent pas quelque part qu'est-ce qu'ils veulent réellement. Parce que, je te donne un exemple, Marianne, terre à terre. Une personne en situation de handicap, tu es sur les béquilles. Tu sais que l'alcool, même pour quelqu'un qui marche, ça va lui troubler la tête. Toi, tu es sur les béquilles. Oui. Tu es inconscient, tu es trop bête pour prendre de l'alcool. Si tu es assis, c'est mieux peut-être. Mais une personne sur les béquilles, pourquoi tu vas te droguer? Pourquoi tu vas prendre de l'alcool? Pourquoi tu vas fumer de la chambre indienne? Pourquoi tu vas prendre des choses toxiques pour d'abord ton état physique d'handicap n'est même pas contrôlé quotidiennement ou bien à l'hôpital, tu n'es pas conscient de cela. Tu vas être encore avec des personnes toxiques pour prendre des produits toxiques à ta santé. C'est des points qu'il a énumérés qui sont très importants. Donc, la première, la personne en situation de handicap doit être consciente de sa personne, de son état. Parce que quand tu es conscient de ton état, je suis ça, je suis ce que je suis. Je ne peux pas être ce que je veux. Est-ce que tu vois? Parce que peut-être tu voudrais être quelqu'un de valide, mais tu as un handicap, tu ne peux pas changer cela. Donc, sois content de cela, sois conscient de cela et essaie d'établir ta vie et tes objectifs avec ça, qui va marcher avec ça pour toi. Au cas échéant, tu vas détruire ta vie. Donc, merci à Oumar. Il n'y a pas plus que 2 mois. J'ai fait combien de temps? Depuis que j'ai perdu mon emploi, j'étais à la maison. Tu vois, je suis resté comme ça. Et j'ai passé ma convalescence dans les meilleures conditions, alhamdulillah. Et je me suis remis à la recherche d'emploi. Je vais à la recherche d'emploi, on me demande, qu'est-ce qui te pousse, qu'est-ce qui te motive à venir chercher comment dire, cet emploi? Vu que ton état, ceux qui sont en bonne santé, beaucoup ne viennent pas vers cet emploi comment dire, pour demander. Mais toi, une personne qui marche avec des béquilles, qu'est-ce qui t'a poussé à venir? J'ai dit, dans la vie, il faut avoir une motivation et être rassuré de ce que tu entends dans la vie. Vous voyez, le monsieur me dit, explique-moi un peu. J'ai dit, la manière dont je suis là, je suis comme ça là, quelle qu'en soit la tristesse ou la pitié que vous allez avoir envers moi. Si moi-même, je n'ai pas pitié de ma personne, je ne me considère pas. Quelle qu'en soit la pitié que vous allez mettre à mon égard, ça sera juste pour un bout de temps. Mais si vous me donnez cet emploi, je compte exercer et je compte devenir, me faire sortir de l'ornière pour ne pas être à la merci d'autres personnes, pour que je sois autonome. À travers ces dits, et il a vu mon engagement. Il dit, OK, je te prends pour 1 mois. À travers les 1 mois là, je verrai si tu seras embauché définitivement ou pas. Et aujourd'hui, alhamdulillah, Rabbil Alamin, j'ai eu un endroit là où me débrouiller. Alhamdulillah. Donc, c'est quoi ça? C'est la confiance en soi. La confiance, parce que tu es parti avec une confiance et tu es confidente. Parce que si c'est d'autres personnes, ces mots à leur blesser. Parce qu'ils vont établir une comparaison ou bien une ségrégation à ta personne. Non, la personne voulait savoir quelles sont tes motivations. Est-ce que tu vois? Et puis, il y a une chose qui est claire chez tout le monde, on doit comprendre. Chaque personne doit avoir une raison pourquoi je vis. Une raison de se lever chaque matin.
Tu veux rendre qui fier? Motivation. Tu veux te rendre toi-même fier, ou bien ta maman, ou bien quelqu'un, ou bien qui, ton enfant. Oui. Toute personne qui n'a pas une motivation, ou bien à rendre fier quelqu'un, ou bien une cause qui va faire qu'il va se réveiller chaque matin à pousser, cette personne qui n'a pas cela va échouer. Et je vais signaler quelque chose. Et sans oublier que pendant ces 1 mois d'essai là, je ne vous raconte pas tout ce que j'ai subi là-bas pour voir comment je peux supporter. Tu vois, c'est de ça. Oui. Parce qu'ils vont être gentil avec toi aujourd'hui, demain il vient, il te montre une autre phase dont tu ne connais pas, mais c'est à toi d'être résilient et compréhensif. C'est de ça qu'on parle. Justement. C'est pas du tout facile. C'est pas du tout facile. Je vais t'apprendre. Elle va s'énerver vite et puis on va la licencier, elle va partir. Mais c'est à toi de garder, de contrôler tes émotions, dire que oui, je suis là pour un objectif. Il faut que j'atteigne cet objectif-là. Dans la vie, si cela manque à une personne, que tu sois handicapé ou pas, ta vie est foutue, à jamais. Il y a une chose aussi que chacun doit comprendre, Mariam, dans le monde du travail, ne cherche pas des amis au travail. Tu n'as pas d'amis au travail. Oui. Tu as des collègues de travail. Parce que ceux qui pensent que les personnes avec lesquelles tu travailles, ce sont tes amis, non, ce ne sont pas tes amis. Ce sont tes collègues. Il faut choisir même quoi leur dire. Par exemple, toute règle qui ne t'arrange pas de la société, ne dis pas ça à tes collègues de travail. Tes ambitions qui sont hors de l'entreprise, ne discute pas cela avec tes collègues de travail. Je te donne un exemple. Aux États-Unis, quand j'ai commencé à travailler à un moment donné, vous venez vous travailler toute la journée. D'abord, dedans, ils viennent le matin, ils ne te disent même pas bonsoir. Ils ne te disent pas bonjour le matin. L'Américain ne te dit pas bonjour. Il s'en fout. Mais il a besoin de toi, il te demande le service. Est-ce que tu comprends? Il te demande le service ou bien. Mais au début, ça m'énervait, quoi. Tu viens, tu ne me dis pas bonjour, tu me demandes de faire quelque chose ou bien un service. Mais je me suis adapté. J'ai compris que c'est leurs habitudes. Et la journée continue. Vous pouvez passer toute la journée en train de chamailler, de causer et tout. Mais vous sortez de l'immeuble ou bien vous êtes dans l'ascenseur. C'est fini. Ça va faire... La personne, elle ne va même pas te regarder. C'est comme si vous n'êtes jamais connu. Vous partez à l'arrêt de bus ou bien à la station des trains. Elle ne te regarde même pas. C'est-à-dire, elle te montre que rien ne vous lie. Absolument rien si ce n'est pas le travail. Absolument rien. C'est comme ça. Donc, toi qui viens d'une famille ou bien d'un pays où tu penses que quand je travaille avec quelqu'un, c'est mon frère, c'est ma soeur, c'est mon... Non. C'est ton collègue de travail. Il faut comprendre cela. Il y a ces choses, ça ne se dit pas avec eux. Donc, on va lire le message de Omar. Ok, qu'est-ce que ça dit? Omar, nous avons lu ça, intercalé, oui, ça c'est lu. Nous allons... Ok, il y a Bilgissa qui revient. Bilgissa passé à la librairie de donner des copies. Il n'y a pas de problème. Merci à Omar pour cet effort de nous envoyer. Faites comme Omar. C'est une manière aussi de participer à l'émission. La participation vous est offerte à plusieurs manières, à travers le numéro, à travers les commentaires. Vous pouvez participer et nous allons prendre le plaisir de lire ou bien d'écouter, de faire écouter vos vocaux à nos chers abonnés. Donc, Mariam, nous allons continuer dans notre émission sans plus tarder. Nous allons parler un peu de la relation avec les autres. Est-ce que tu vois? Je ne sais pas si tu es d'accord avec ce que je pense,
Et parce que la relation avec les autres, moi, je pense que les personnes qui vont aider les personnes pour apporter le développement personnel peuvent également contribuer à améliorer les relations sociales des personnes en situation de handicap. Elles peuvent apprendre à communiquer efficacement, à établir des limites saines, à gérer des conflits et à développer des compétences en leadership et à cultiver des relations positives. Tu vois, c'est de ça qu'on parle. Donc, il faut que les associations, ou bien la personne, ou bien quelle que soit l'organisation, puissent mettre en place quelque chose pour accompagner ces personnes en situation de handicap. C'est très important. C'est très, très important. Nous, parce que ce développement personnel et ce, comment dirais-je, les relations avec les autres, c'est très important, Maria. Parce que oui, la communication, c'est la clé. La communication efficace, c'est la clé. Établir les limites saines, savoir ce que tu dois dire à ton collègue de travail, avec la société, à telle ou telle personne, et ce que tu ne dois pas dire, c'est important. Parce qu'il y a le harassment, c'est pas harasser quelqu'un au travail. Je ne sais pas si ils font des cours comme ça chez nous, mais il y a ces gestes, il y a ces mots, c'est harassment, c'est ça, je ne sais pas comment on appelle ça un peu, je pense que c'est la même chose. Le harassement sexuel, par exemple, au travail, par exemple, si tu dis certaines choses à la personne, toi tu peux penser c'est juste des délires, mais ou bien tu veux juste que la personne sourisse, mais ça va toucher, si ça touche la religion, par exemple, ou bien sur sa personne, son handicap, ou bien tu veux toucher les épaules de la personne en le parlant, ou bien tu veux toucher Il y a ces choses, ces gestes, c'est pas normal, c'est pas accepté dans le monde du travail, par exemple. Tu vois. Donc, qui peut enseigner tout ça? C'est ces entités, ces associations, gérer ces conflits et à développer des compétences de leadership. Parce que c'est là le problème. Le leadership manque beaucoup. Il faut pouvoir gérer ces conflits. Tu vois. Donc, je ne sais pas si tu partages d'avis ou bien qu'est-ce que tu penses sur toutes ces qualités que la personne en situation d'handicap doit adapter, doit avoir pour son bien-être, pour son développement personnel. Comme tu l'as si bien dit, on doit adopter les bons comportements pour vivre en société. Ouais. Être en paix toi-même d'abord. Ouais. Parce que si tu n'arrives pas à gérer tes propres humeurs, tu ne pourras pas gérer l'humeur d'autres personnes. Parce qu'il y a personne, quand ils savent que tu es trop nerveux, il y a certains qui viendront te provoquer. Si c'est en service, tout le temps, toi, tu es là à crier avec les gens. Ouais. Même si c'est ton chef, il t'aime d'une manière là, pour que tu restes dans ton entreprise, mais à cause de de tes mauvaises humeurs, de tes impulsions, parce que tu n'arrives pas à gérer tes propres impulsions envers les collègues aussi, ils peuvent te virer à cause de ça. Dans la vie, c'est la patience. Être en paix avec soi et être en paix avec d'autres personnes en société, surtout de ton entourage. Ouais. Que quand toi en famille ou à tes collègues de service, en tout cas avec qui ils partagent tes jours et nuits, il faut être en paix avec soi et être en paix avec la société. C'est très important dans la vie. Pour le développement d'une personne, c'est comme ça. Quelle que soit ta nervosité, il faut savoir se contrôler devant n'importe quelle situation. Devant n'importe quelle situation. C'est très important.